Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal avec au sommaire de l'actualité l'arrivée à Mayotte ce matin de la ministre des Outre-mer Erika Bareitz. Une visite ministérielle que nos équipes ont suivie de très près et dont une large part sera réservée ce soir dans cette édition. Une autre personnalité politique est elle aussi en séjour sur notre île actuellement. Il s'agit de Joëlle Melin, députée européenne Front National. Bonsoir madame. Bonsoir. Alors vous êtes à Mayotte depuis quelques jours maintenant et vous êtes ici dans le cadre d'une mission sur la santé. À votre titre de députée européenne, vous avez pu rencontrer des acteurs locaux, mais également en tant que représentant du FN, d'autres personnes vous ont approché. Vous nous direz quel a été votre sentiment et notamment quelles propositions fait le Front National aux Mahorais. On en parle avec vous dans quelques instants. Volontiers. Avec nous également sur le plateau, Marc Alaria. Bonsoir Marc. Bonsoir. Alors on ne vous présente plus ici à Mayotte, on connaît votre travail, vos photographies parlent des merveilles du lagon, l'un des plus beaux au monde. Et là vous revenez avec un ouvrage qui répertorie les différentes espèces de poissons qui s'y trouvent. La soirée de lancement est prévue demain, vous nous en direz davantage dans quelques instants. Mais d'abord voici les titres de ce jeudi 29 septembre. Les grévistes de la fonction publique attendaient de pied ferme la ministre des Outre-mer. Dès sa sortie de l'avion, la ministre Erika Bareitz est allée saluer les manifestants avant une rencontre prévue à 18h dans la journée. Ce rendez-vous décisif conditionnera la poursuite du mouvement. Plus d'informations dans votre journal. Dès 10h, la ministre a poursuivi sa visite en signant une convention entre la police nationale et la police municipale du chef-lieu. Elle s'en est ensuite allée dans les locaux de l'association Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire. Le tout en annonçant de réelles avancées en termes de sécurité ou encore de développement social. Ce matin, la Chambre de commerce et d'industrie a organisé dans ses locaux une formation intitulée « 5 jours pour entreprendre ». Il s'agit d'un stage collectif innovant, théorique et pratique qui apporte une aide aux futurs chefs d'entreprise de Mayotte. Zoom sur une formation en tout point bénéfique à la fin de cette édition. Erika Bareitz est donc bel et bien arrivée à Mayotte ce matin. Récemment nommée ministre des Outre-mer, l'ancienne secrétaire d'État à l'égalité réelle a choisi le 101e département pour son premier voyage officiel. Une aubaine pour les syndicats qui, après de longs mois de mobilisation, ont décidé de l'accueillir dès son arrivée à l'aéroport. Une cinquantaine de grévistes avaient ainsi fait le déplacement. Cela n'a pas échappé à la ministre qui d'ailleurs a débuté sa visite par une première prise de contact avec les manifestants. Les explications dans ce sujet signé Pierre Bellucci et Leslie Vimnet. Erika Bareitz est parmi nous. La ministre des Outre-mer a atterri avec quelques minutes de retard, mais avec le sourire, malgré un comité d'accueil très remonté et bien décidé à obtenir des réponses. En effet, une délégation avait fait le déplacement, pancarte et kwassa à l'appui. La ministre a donc débuté sa visite par une prise de contact avec les grévistes afin de les rassurer quant à leur rencontre prévue à 18h. Pas vraiment suffisant pour certains qui auraient aimé qu'elle débute son programme par un échange avec eux. On n'est pas convaincu, on ne sera convaincu et on ne sera satisfait qu'après les discussions. Elle a l'air sûre d'elle, donc on pourra vous dire et vous pouvez voir si elle est vraiment sûre d'elle et qu'elle peut nous rassurer en sortant de la réunion ce soir. Après ce bref échange, la ministre a pris la direction de Dzaoudzi afin de déposer une gerbe sur le monument aux morts situé place de France à Dzaoudzi. Un moment important et solennel en hommage à tous ceux qui sont morts pour la France. Erika Bareitz a ensuite salué les personnalités présentes pour l'occasion avant de réagir sur l'accueil et les revendications des grévistes. On les reçoit, oui, on les reçoit ce soir. Donc ils vont être reçus par mon cabinet ce soir et puis je passerai aussi les voir. Voilà, donc nous travaillons pas à pas, nous sommes conscients des difficultés. D'abord parce que je suis une ultramarine aussi, je ne suis pas loin. Et je pense aussi que nous avons dans cet océan Indien un destin commun. Nous sommes des cousins. Et donc il faut que l'État continue à se mobiliser et je suis là pour le dire. Si la ministre semble sensible aux revendications des manifestants, l'intersyndicale reste prudente. Et pour montrer qu'ils ne s'en laisseront pas compter, les grévistes ont d'ailleurs, une fois de retour en Grande Terre, décidé de marcher jusqu'au rond-point El Farouk afin de bloquer la circulation. Comme le rapport de force, il est là, donc on essaie de montrer à la ministre que nous ne sommes pas
là pour jouer, mais on attend les réponses concrètes de nos revendications. Le rapport de force si cher au syndicat passe notamment par la rencontre qui a lieu ce soir à 18 h. Une rencontre capitale et qui, en cas d'échec, risque à nouveau de pousser les syndicats à durcir leur mouvement. S'il n'y a pas de réponse, ben ça veut dire que le mouvement va s'endurcir. Je ne sais pas blocage, mais le mouvement ça va s'endurcir. Prendra une autre tournure, voilà. L'intersyndicale a notamment annoncé qu'il n'existait pas 10 000 manières d'atteindre le village d'Aqua, dans lequel doit se rendre la ministre demain matin. La menace de blocage est donc brandie et la suite reste à écrire. Et à noter que la grève à la Poste est terminée. La concertation et le dialogue social ont permis d'aboutir à une issue favorable au mouvement des agents qui reprendront le travail dès demain matin. Et vers 10 h, la ministre des Outre-mer est arrivée en Grande Terre, direction la mairie de Mamoudzou, l'occasion de signer une convention entre la police nationale et la police municipale du chef-lieu afin de lutter plus efficacement contre l'insécurité. Place ensuite au social puisque la ministre s'est rendue dans les locaux de l'association Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire. Créée récemment, cette dernière doit permettre le développement des activités dans le domaine de l'aide et à la personne. Un sujet signé Abbas Alidi, Pierre Bellucci et Leslie Vimet. La journée a été longue pour la ministre des Outre-mer, Erika Barrette. Après la Petite Terre, l'ancienne secrétaire d'État à l'égalité réelle s'est ainsi rendue à la mairie du chef-lieu. Elle a ainsi signé une convention de partenariat entre la police nationale et la police municipale de Mamoudzou. Et au-delà du symbole, la ministre a souhaité réaffirmer le besoin d'agir dans le domaine de la sécurité. L'État, bien sûr, a mis dans le plan de sécurité, je le disais tout à l'heure, des moyens conséquents, renforcés, que nous venons de voir, du GIGN, 88 personnes aujourd'hui en renfort pour la sécurité. Et avec la mairie de Mamoudzou, il s'agit de travailler ensemble avec et la police nationale et la police municipale. Faire de la prévention parce que tout ça va contribuer à améliorer la situation. Des renforts, c'est ce que l'État a ramené. Une collaboration avec les élus pour être à proximité des gens, pour que nous puissions sécuriser les établissements scolaires, sécuriser les espaces publics, pour que les gens puissent sortir et vivre à nouveau normalement. Donc voilà, nous travaillons aussi sur l'aspect de la prévention, parce qu'il faut agir avant, surtout autour de la jeunesse, pour que ça se passe. Prévenir les choses et agir. En réalité, cette convention existait déjà, mais il s'agissait ce matin de la prolonger. Une manière de montrer que la lutte contre l'insécurité est une priorité à la fois pour l'État, mais aussi pour la municipalité. Et ce partenariat est devenu indispensable, comme nous l'explique le maire de Mamoudzou. Cette convention est datée déjà de longues années. Donc là, nous la re-signons à chaque fois que ça arrive à terme. C'est pour coordonner nos actions entre la police municipale et la police nationale. Parfois, on travaille ensemble en parfaite collaboration. Quand il y a des incivilités, quand il y a des incidents, donc on coordonne nos actions pour intervenir soit en assistance, soit en accompagnement. En marge de cette signature, la ministre a rappelé l'importance d'agir dans le domaine de la prévention. À ce titre, la préfecture possède désormais une section dédiée à ce travail, ô combien complexe à Mayotte. Nous sommes dans le préfet est là pour cela, le représentant de l'État, pour développer, donc je l'ai dit tout à l'heure, on développe des actions de prévention dans le cadre du comité local de prévention de la délinquance, le CLSPD. Il faut développer, il y aura un renfort puisqu'il y a un personnel supplémentaire à la préfecture qui aura en charge de suivre, mais aussi si demain d'autres collectivités locales veulent rentrer dans cette collaboration, je crois que ce sera un vrai bénéfice pour la population mahoraise. Après la sécurité, place au domaine social. Erika Barrette a ainsi pu constater la création de la CRES, à savoir la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire, une association qui doit développer des activités dans le domaine de l'aide à la personne. Tous ces projets-là qui ont été présentés ont été acceptés par les services de l'État et ils se sont vus
octroyer une subvention assez conséquente, que ce soit dans l'agriculture, que ce soit dans l'innovation technologique, que ce soit dans l'aide à la personne. Et vraiment, le développement de ce genre de projet va contribuer à développer des emplois et à lutter contre le chômage. Avant d'évoquer la lutte contre l'immigration clandestine demain à Akwa, la ministre a donc exprimé sa volonté de développer le social et d'agir dans le domaine de la sécurité. Et s'il n'est pas encore l'heure de dresser le bilan de cette visite, la volonté affichée semble réelle. Quant aux moyens, il s'agit là d'une autre histoire. Et dans l'après-midi, la ministre a visité le centre Msaïdié pour l'accueil de jour des mineurs en errance, pris en charge par l'association Les Apprentis d'Auteuil. Elle a ensuite rencontré des jeunes footballeuses au stade de Cavani. Mais avant cela, elle s'est penchée sur le domaine de l'éducation en se rendant au lycée professionnel de Kaweni ainsi qu'au collège de Doujani. L'occasion, là encore, d'affirmer que l'éducation fait partie des priorités du gouvernement. On l'écoute au micro d'Abbas Alidi. Dans cet établissement-là, on vient d'investir à nouveau 5 millions d'euros pour qu'il y ait une cuisine mieux adaptée au niveau de formation que doivent avoir ces jeunes. Donc c'est important. Donc il faut bien sûr investir dans l'immobilier pour être dans les normes, pour avoir ce qu'il faut. Il faut aussi qu'il y ait un bon parcours éducatif. Donc c'est pour ça que nous sommes avec la vice-rectrice parce que l'éducation c'est aussi près de 50 millions d'euros d'investissement dans le bâti, mais c'est aussi des professeurs des écoles. C'est la sécurité autour des écoles. On en a parlé ce matin avec la convention que nous avons signée avec la mairie de Mamoudzou et ce groupement de sécurité de proximité, c'est important, qui sécurise les établissements. Donc vous voyez, c'est un tout pour améliorer le niveau de formation et le niveau éducatif aussi des jeunes filles et des jeunes gens. Et les membres de l'intersyndicale sont actuellement toujours en négociation avec les membres du cabinet de la ministre qui, elle, est toujours absente puisqu'elle est en interview encore chez nos confrères de Mayotte Première. Une attente qui n'est pas franchement du goût des syndicalistes. Et je me tourne maintenant vers notre invité, Joëlle Melin, députée européenne, FN. Alors on l'a dit tout à l'heure, vous êtes à Mayotte dans le cadre d'une mission sur la santé. Question, qu'est-ce que cela a donné? Quel a été votre sentiment sur la situation ici à Mayotte? Alors c'est un sentiment qui est un sentiment mitigé. Notre voyage n'est pas terminé d'ailleurs, nous avons encore beaucoup de rendez-vous. En 4 journées pleines, nous avons eu l'occasion d'avoir plus de 15 rendez-vous multiples, à la fois institutionnels. Nous avons été reçus par la vice-rectrice, en préfecture par la vice-préfète. Nous avons entendu et été entendus, je pense, des représentants des forces de l'ordre. Nous avons vu beaucoup d'associations et le sentiment est mitigé. À la fois d'une complexité et d'une difficulté à régler des problèmes anciens et fondamentaux. On parle du foncier, on parle du fiscal, bien entendu, mais on parle aussi de problèmes beaucoup plus modernes et aux yeux de beaucoup, une situation devenue inextricable. Alors que Mayotte a des atouts extraordinaires. D'abord, un lieu somptueux, je pense que monsieur va nous en dire beaucoup à propos du lagon, qu'on n'a pas vu hélas, mais aussi par rapport à une végétation, par rapport à une culture, par rapport à une périphérie, un périmètre qui n'est pas si grand que cela et qui devrait être maîtrisable et qui correspond à la taille d'un département français ordinaire, métropolitain, qui devrait être parfaitement maîtrisé. C'est sans doute parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, parce que la départementalisation est récente, qu'on se trouve dans cette situation et qui maintenant prend un jour particulier avec la violence et cette tendance à avoir des migrations importantes, mais qui semblerait remonter à longtemps. Si j'ai bien compris, les échanges entre les îles se font depuis très longtemps et c'est simplement cette séparation des certaines îles avec les Comores qui pose problème, enfin en tout cas de Mayotte par rapport à d'autres îles. Et tout cela nous donne un sentiment à la fois, ça nous prend un petit peu à la gorge parce qu'on se dit mon Dieu, mais quel dommage, et à la fois je pense que je vais repartir avec un sentiment d'optimisme. Il y a beaucoup de choses à faire à Mayotte. Alors vous êtes là en tant que parlementaire, mais on n'oubliera pas également votre étiquette Front National. Alors vous avez également il semble que vous avez pu saisir quelques-uns des problèmes qui minent les Mahorais aujourd'hui. Quelle réponse apporteriez-vous au sein de votre parti, notamment dans le cadre de cette crise qui touche l'île au lagon? Alors,
ce n'est pas tellement mon propos ce soir. Vous savez que je suis vraiment dans une mission parlementaire du groupe Europe Nation et des Libertés. Interpellé par rapport à ça. Alors nous avons été interpellés bien entendu. J'ai eu l'occasion d'ailleurs d'avoir mon véhicule bloqué cet après-midi par le cortège de la ministre qui sortait. Je lui aurais bien proposé non pas de tourner à droite à la sortie du lycée professionnel, mais de tourner à gauche pour aller avec nous dans le banga de Bandrajou. Et là, peut-être, elle aurait pris la mesure de cet oubli de Mayotte. Mayotte qui a été longtemps une oubliée du bout du monde. C'est vraiment ce que nous appelons, nous, la France des oubliés. Et Mayotte qui est maintenant oubliée de la France comme elle l'a été à une époque au cœur des Comores. Et les solutions, bien entendu, sont multiples et c'est du pas à pas, mais je crois qu'il faut une volonté globale, absolument. Je dis plusieurs fois que c'est une vraie politique des Outre-mer qui doit procéder à la vision globale de la France par rapport à ces Outre-mer. Concernant Mayotte, c'est effectivement une place du département, qui est à la fois le département qui a été fait, mais aussi le département représenté par son préfet, qui va permettre que tous les services publics fonctionnent, et les services de l'État, bien entendu, par l'éducation et bien entendu les services postaux, les services du port. Nous avons entendu les gens de la CCI qui nous ont expliqué les difficultés du port et des approvisionnements. Nous avons entendu les gens de la Chambre d'agriculture nous parlant d'eau, d'électricité, du foncier, du fiscal. Il y a énormément de choses à faire qui vont demander du temps, mais manifestement, les Mahorais sont prêts à aider au maximum et à être derrière une décision d'État, l'État devant être là pour eux, bien entendu. Alors vous parlez du département de Mayotte, on se rappelle il y a quelques mois les propos de Marion Maréchal Le Pen qui avait remis en cause la départementalisation de Mayotte. Aujourd'hui, qu'en est-il réellement ? Alors elle a parlé de la départementalisation de Mayotte comme nous parlons de l'Europe, c'est-à-dire que nous sommes contre cette Europe-là et nous ne sommes pas tout à fait satisfaits, et pas plus que manifestement les Mahorais en majorité, d'une départementalisation qui s'est faite trop vite, mal préparée et unanimement reconnue comme mal accompagnée. Oui, à la départementalisation, bien entendu, il n'était que temps, mais elle doit être accompagnée, elle doit se faire à petits pas. Ce processus de décentralisation, oui, mais il faudra donner aux membres du département et aux conseillers départementaux les moyens de leurs prérogatives. Elles ne sont pas toutes acquises d'ailleurs, puisque on voit très bien que l'État garde encore la main sur les collèges et les lycées, que certains domaines restent de la prérogative du SGAR. Il faut un peu plus de temps, de l'explication et un bien meilleur accompagnement en tout cas. Alors, est-ce que vous n'avez pas peur quelque part qu'on dise que le Front National profite de la situation à Mayotte pour justement enclencher quelques voix ? C'est tout l'inverse. Je crois qu'il faut arrêter de dire qu'un parti politique, là en l'occurrence je sors un petit peu de mon rôle de député européen, mais je le fais bien volontiers en fin de voyage, nous ne profitons pas. Voilà maintenant 40 à 45 ans que des souverainistes, dont nous faisons partie, ont posé des éléments de question. On fait une analyse. Les faits donnent raison à cette analyse. De facto, nous n'avons pas eu tort et peut-être raison. Nous avons dit qu'il fallait analyser les choses. Quand nous voyons la radicalisation potentielle, qui, je dois le dire, d'après ce qu'il nous a dit, n'est pas très avancée encore, mais quand on voit à Bandrajou les circonstances, on se dit très bien que la radicalisation, ça peut prendre comme un feu de paille. Pourquoi joue-t-on avec l'avenir des gens comme cela ? L'anticipation, c'est le rôle de l'État, c'est d'accompagner les plus faibles, quels qu'ils soient, bien entendu. Et quand vous avez une population à plus de 50% de moins de 20 ans, bien évidemment, il y a là des forces humaines, des forces intellectuelles qui sont absolument pas accompagnées. Le Front National ne profite pas d'une situation. Il a donné des indications il y a fort longtemps. Les faits ne lui ont pas donné tort. Les gens se tournent vers nous parce que nous n'avons pas eu tort hier. Merci beaucoup Joëlle Melin d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes députée européenne Front National. Merci. Et je vous propose maintenant de faire un petit tour d'horizon du reste de l'actualité de ce jeudi 29 septembre. C'est tout de suite dans l'actualité en bref. Les compagnies aériennes Air Austral et Air India viennent de signer un accord de partage de codes réciproques. Ainsi, chaque compagnie aura accès à l'ensemble des sièges de l'avion avec possibilité de les vendre à ses propres conditions dans les limites des accords de politique commerciale convenus entre les partenaires. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du dédoublement du vol Air Austral Réunion, Chennai, Bangkok à partir du mois de novembre. Cet accord permettra à Air India de proposer à sa clientèle des vols en partage de code avec le Boeing 737-800 d'Air Austral sur la ligne Chennai-Saint-Denis de la Réunion, ainsi que vers les destinations en correspondance desservies par Air Austral, telles que Johannesburg, les Seychelles, Maurice et Madagascar. Réciproquement, Air Austral proposera à ses clients des vols au départ de la Réunion vers des destinations exploitées par Air India au-delà de Chennai, telles que Mumbai, Delhi ou bien encore Kochi.
Sur les lignes concernées, les clients munis d'un seul titre de transport sur l'ensemble de leur parcours bénéficieront ainsi d'un tarif unique. La concurrence continue donc de faire rage entre les compagnies aériennes qui desservent le département. À l'occasion du salon Top Reza, Corsair International vient ainsi d'ouvrir un site dédié aux agents de voyage, lesquels pourront cumuler des miles à chaque billet vendu. L'inscription se déroule sur www.corsair.biz et semble déjà faire des émules. Avec cette plateforme, Corsair souhaite non seulement simplifier la recherche d'informations et la réservation, mais aussi améliorer la lisibilité des tarifs et des conditions associées. Pour faire découvrir ses services, elle a aussi développé du contenu photo et vidéo, ainsi qu'un outil permettant de visualiser toutes les promotions par destination. Par ailleurs, les agents de voyage ont un accès direct à l'information des vols en termes d'horaires effectifs, de décollage et d'atterrissage. Des nouveautés qui là aussi devraient donc favoriser le secteur du tourisme, sur une île qui en a bien besoin. Particulièrement choqué par le déferlement de violence qui s'est invité au lycée de Chirongui vendredi dernier, l'ancien président du conseil départemental, Daniel Zaïdani, a réagi par le biais d'un communiqué. Après avoir apporté son soutien aux familles des victimes, il poursuit en émettant le souhait que les personnes responsables de ces actes de violence soient sévèrement punies quel que soit leur âge. Il écrit ainsi: ce vendredi, ils ont fait preuve d'une grande maturité meurtrière, donc qu'ils ne soient pas traités en enfants juvéniles. Il réclame ensuite que le vice-rectorat révise à la baisse le nombre d'élèves à scolariser par établissement, ainsi qu'une présence quotidienne d'agents de sécurité et ou de forces de l'ordre aux abords des lycées. Enfin, il souhaite le déploiement immédiat des 102 nouveaux policiers et 42 gendarmes annoncés cet été par le gouvernement, afin de lutter contre la radicalisation de la délinquance. Venons-en maintenant à cette formation organisée par la Chambre de commerce et d'industrie de Mayotte, intitulée 5 jours pour entreprendre et dispensée dans les locaux de la CCI. Celle-ci consiste à accompagner les porteurs de projets et ce de manière collective. D'ailleurs, nombreux sont ceux à croire aux vertus de ce type d'accompagnement. L'a dit la couveuse Oudjerebou ou encore la boutique de gestion d'entreprise, autant de partenaires qui orientent les porteurs de projets vers cette formation collective, laquelle a lieu d'ailleurs grâce au financement de Pôle emploi. Les précisions dans ce reportage signé Adèle Laurent. Monter un projet de création d'entreprise peut relever du parcours du combattant. C'est pourquoi la CCI a créé des formations comme 5 jours pour entreprendre. En 5 jours, on balaye tous les fondamentaux, en tout cas dans la création d'une entreprise, qu'on parle de business model, d'études de marché, de segmentation client, même au point de vue financier, les structures de coûts, les structures de revenus. Donc on balaye un bon scope, en tout cas, de ce que doivent connaître en tout cas un porteur de projet dans son projet de création d'entreprise. Et ce stage mêle la théorie à la pratique. En effet, les 11 porteurs de projets de cette première promotion ont été à la rencontre des potentiels clients afin de faire une étude de marché. Mais nouveauté à Mayotte, les stagiaires apprennent également à utiliser des outils informatiques comme le CCI Business Builder, un outil d'accompagnement en ligne gratuit et proposé à tous avec un suivi d'un conseiller de la CCI. La nouveauté, c'est tous les outils qui viennent des milieux des startups aux États-Unis, le business model Canvas, le Lean Canvas, tous des outils pour formaliser son projet, pour aller plus vite, pour mieux comprendre. Et donc c'est vrai que globalement en France c'est un peu innovant, mais à Mayotte particulièrement. Et là je suis assez fière que Mayotte rejoigne les CCI les plus dynamiques et les plus actives sur ce sujet dans les CCI. Et cette formation apporte une aide aux futurs chefs d'entreprise de Mayotte en leur donnant toutes les cartes en main afin de concrétiser leurs projets dans les meilleures conditions. C'est une aide en fait. J'ai compris à savoir la stratégie du marché, je les ai appris ici quoi. Et j'ai appris le chiffre d'affaires, j'ai appris comment je peux mener mon projet sans souci en fait. Je les trouve vraiment adaptés sur mon projet, par rapport à mon profil. Boutique, coopérative agricole, boulangerie, cours de danse ou encore recyclage de ferraille, les projets sont en effet très divers et les outils utilisés adaptés à cette diversité. Un des points forts de cette formation collective est également d'apprendre aux porteurs de projets à travailler ensemble pour trouver des solutions et ainsi rompre l'isolement du dirigeant, un des principaux facteurs d'échec. Quand vous êtes ensemble, vous allez apprendre beaucoup de choses parce que tu te crois que tu connais tout et ce n'est pas le cas vraiment. Donc si tu es avec les autres, c'est là où tu vas apprendre.
j'ai compris que l'expérience que j'ai avec ce que j'ai appris aujourd'hui, c'est vraiment, je ne savais pas qu'il y a des choses comme ça qu'on peut apprendre avec l'équipe des CCI de Mayotte. C'est vraiment super. Je ne peux pas vous dire tous les détails parce que j'ai plein de travail qui m'attend. Des porteurs de projets motivés. Et pour la CCI, il est important de faire comprendre que la création d'entreprise est accessible à tous, quel que soit l'âge ou le niveau d'études. On est tous acteurs de la création d'entreprise, c'est pas un truc individuel. On peut tous avancer là-dessus collectivement, tous les Mahorais, nous tous. Et aussi, on est tous acteurs de l'innovation, c'est ce qu'on essaye de travailler aussi au sein de la CCI. Et en fait, c'est cet état de chimie-là avec des gens qui sont dans des milieux différents, qui se croisent, qui va créer des innovations. Je veux dire, le potentiel d'innovation, il vient pas d'ailleurs, il est ici, il est dans chacune des personnes qui peut faire avancer les choses pour Mayotte. Et même si vous avez une idée, même si vous allez peut-être pas créer tout de suite, vous avez envie de travailler une idée comme ça, venez nous voir à la CCI et on vous proposera peut-être un atelier, on échangera dessus et vous verrez toutes les potentialités qu'il y a et qui sont possibles à réaliser ici. Avec cette formation collective qui a vocation à se pérenniser, la CCI réaffirme donc sa volonté de développer la création d'entreprises sur l'île. Et l'entrepreneuriat pourrait être la clé du développement du territoire, car en plus d'être une solution aux problèmes d'emploi, il contribue également à la croissance économique. Et je vous propose de terminer cette édition tout en images, de très belles images, puisque Marc Alaria nous emmène dans les profondeurs du lagon. Marc, donc, vous êtes venu avec votre ouvrage intitulé « Poissons de Mayotte ». Donc, vous nous en parlez. Marc, vous l'avez entre les mains. Oui. C'est pas réellement un livre de belles images, comme j'ai pu le faire par le passé, plus un livre de connaissances, où on va retrouver toute une partie de la biodiversité du lagon pour les poissons. Alors, voilà. Combien de poissons ont été répertoriés dans cet ouvrage ? J'ai répertorié 420 poissons sur une estimation à peu près de l'Ifremer qui tourne autour des 700 si on tient compte de la pêche. Alors, comment vous est venue cette idée et combien de temps ça a pris pour réaliser ce travail ? C'est 2 ans de travail. Comment m'est venue cette idée ? C'est une évolution un peu logique des choses. Plus les années sont écoulées, et puis je me suis engagé dans l'environnement avec une association qui s'appelle Atoll. Et puis tout doucement, l'idée de faire un livre de connaissances sur un répertoire de poissons, ça m'est venu il y a 2 ans maintenant. Une année de prise de vue, et puis après beaucoup de travail de mise en page, beaucoup de travail avec les imprimeurs, et puis voilà, en ce moment c'est les cartons, et donc le lancement demain soir. Alors les partenaires qui vous ont accompagné durant cette période, oui. Marc ? Oui, je me suis tourné pour la première fois, c'est le 5e ouvrage, et pour la première fois je me suis tourné pour essayer d'avoir des partenaires. Partenaires privés, des structures de plongée, on peut les citer, il y a Ballon de plongée, il y a Nyamba Club, il y a Hippocampe plongée, Joey Roger, et puis Happy Diver dans le Nord. Et je suis très content parce qu'ils n'ont pas hésité une seule seconde à appuyer ce projet, à s'investir financièrement déjà, et puis s'investir aussi par des renseignements, par une logistique facilitée. Donc voilà, un gros merci à eux. Et 2 ans plus tard, voilà, le projet est là et je suis bien content. Alors, on parlait d'un livre de connaissances, il s'adresse particulièrement à quel public, Marc ? Alors, c'est de la connaissance, c'est pas de la science non plus. Je n'ai pas la prétention d'avoir découvert quelque chose, mais plutôt d'avoir regroupé certains éléments de connaissance pour le grand public. Donc, ça peut s'adresser évidemment à un public de plongeurs, un public de passionnés du lagon, de passionnés de la mer. Et également, j'espère que ça s'orientera vers la jeunesse mahoraise. J'ai réalisé une petite exposition informative qui va accompagner ce lancement du livre demain, qui est au comité du tourisme en ce moment, depuis aujourd'hui, et qui va y rester 1 mois. Et j'aimerais bien que les responsables d'associations, les enseignants viennent jeter un œil déjà pour eux, et éventuellement essayer de monter des projets pour les jeunes de leur association, pour les élèves. Sachant que d'ici 1 mois, lorsque l'exposition aura terminé son affichage au comité du tourisme, elle sera disponible pour voyager dans les établissements, dans les associations, et aussi une version numérique pour ceux qui n'ont pas les murs pour l'afficher. Il y a une version numérique que je mets à disposition pour des salles d'informatique, le réseau local des associations et des établissements. Alors si on souhaite se procurer l'ouvrage, comment fait-on ? Il faut attendre samedi. Soit vous venez demain soir à partir de 17h45 au comité pour la soirée de lancement. Sinon, la vente officielle dans les librairies est à partir de samedi, aux heures d'ouverture de toutes les librairies de Mayotte, du sud, en commençant par une librairie qui s'appelle Le Fil du Calam, de Chirongui, puis jusqu'à toutes les librairies de Mamoudzou, la Maison des Livres, Jumbo Score, Page de Garde, la bouquinerie de Passamanti, je n'ai sûrement oublié, je ne me rappelle plus, à Barry Press, etc.
Et voilà. Et la vente est officielle donc à partir de samedi. Merci beaucoup Marc Alaria pour votre intervention et puis de nous avoir amené ce bel ouvrage. Merci à vous. Et c'est ici que s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Une édition à retrouver en rediffusion sur OAM5, également disponible en replay sur notre site l'infocoesie.fr, sur YouTube et sur notre page Facebook. Et prochain rendez-vous avec l'information demain dans la matinale avec le journal présenté par Pierre Bellucci. Excellente soirée à vous sur KTV et à demain.